Je pense que la note d'optimisme laisse entrevoir peut-être des perspectives beaucoup plus intéressantes. Moi, ce que je note de leurs propos, c'est qu'on a passé 50 années qu'on célèbre aujourd'hui, mais s'ouvre devant nous également un horizon de 50 autres années. Mais puisque la note est positive dans leurs propos, très probablement, les nouvelles générations qui vont prendre à bras le corps la CEDEAO vont devoir s'inventer maintenant des rôles nouveaux pour voir dans quelle mesure ces nouvelles générations vont régler les questions pendantes, mais en ayant toujours aussi à l'esprit comment les pères fondateurs ont bâti un embryon justement de mouvement d'intégration, et ensuite il appartient peut-être aux autres générations de continuer l'œuvre. Avant d'y arriver, puisque vous avez l'intitulé du thème, permettez-moi de saluer, au nom du panel et de tout le monde, la présence parmi nous d'un frère, d'un Africain, d'un ami, d'un parent, en la personne de l'écrivain Thierno Monene Nembo. Il est là, silencieux depuis le matin, et sa présence et son assiduité sont des signes évidents effectivement de son intérêt pour des questions qui ne sont pas simplement liées. Voilà, Thierno. Il traverse en ce moment des épreuves. Donc, vos applaudissements peuvent l'aider aussi à remonter un peu le moral. Il y a aussi Bintou Sidibé, qui n'est pas là, qui est dans un autre panel. Binta aussi traverse un peu les mêmes difficultés, mais sous un autre registre. Elle aussi, elle a fait le déplacement de Dakar. Pour cela, elle mérite même en son absence aussi qu'on l'applaudisse. Cela dit, pour notre thème, nous avons deux éminents universitaires. Professeur Si et professeur Demba Moussa Dembélé. L'un et l'autre sont réputés et ils sont très connus. Mais ils sont également connus pour tout leur sérieux et surtout pour la profondeur de leur analyse. Mais ce qu'ils y ont ajouté ces 10 ou 20 dernières années, c'est de simplifier le discours pour que l'économie quitte les cercles fermés de l'université pour aller vers justement les populations, parce qu'en vérité, c'est les populations qui sont les destinataires justement de tout ce qui se fait au niveau de la recherche et au niveau des laboratoires. Donc sous ce rapport, ces deux qui sont en face de nous sont des chercheurs, sont des universitaires, des professeurs, mais en même temps aussi des acteurs, chacun d'eux à sa façon, pour peut-être impulser des dynamiques de transformation du pays, de la sous-région et même du continent. Pour parler du professeur Si, il a été même à un moment donné conseiller des rois. Et tout le monde se demande comment il a pu cheminer avec Maître Abdoulaye Wade pour en être le conseiller attitré sur les questions d'économie, tellement Maître Wade lui-même bouffe de l'espace, mais il n'a pas bouffé son espace. Et donc c'est son mérite que d'avoir cheminé avec le président Wade, mais c'est son mérite également d'avoir un moment peut-être quitté l'université pour intégrer la sphère politique, la sphère des centres de décision, pour comprendre un peu aussi les mécanismes justement de prise de décision et surtout du processus de prise de décision. Mais en même temps aussi, il ne fait pas de bruit, contrairement à beaucoup d'autres économistes qui sillonnent ou inondent les plateaux avec des avis à gauche et à droite. Et comme l'a dit un jour un ami chercheur mauritanien, il me dit qu'il a repéré des universitaires sénégalais qui fréquentent plus les plateaux que les facultés. Et ils se demandent maintenant comment ils arrivent à renouveler leur propre univers conceptuel pour peut-être, avec le recul, apporter des éléments nouveaux, n'est-ce pas, pour la connaissance justement des domaines dans lesquels ils sont très compétents. Mais ce n'est pas le cas de nos deux chercheurs. Le professeur Si enseigne à l'Institut international des arts et métiers à Paris, c'est dire. Mais à Dakar aussi, il est sollicité, mais lui, par sa modestie et par sa posture d'intériorité, de modestie, il se refuse à se disperser. Mais il donne des cours à l'Institut supérieur de finance ici à Dakar, qui est couru par l'ensemble justement de la classe, de la classe supérieure des administrateurs financiers de notre pays, en fait, des hauts fonctionnaires de ce pays-là. Le professeur Demba Moussa Dembélé, lui, est un chercheur émérite.
mais en même temps aussi, il préside donc le Arcade. Je n'ai pas aussi peut-être ici la décomposition de Arcade, mais il le dira tout à l'heure. Ou bien si vous me dites en ligne, Arcade. Oui, c'est un centre africain de recherche, pour faire court, mais il le développera. Mais tous les deux, quand même, sont très présents sur les questions d'actualité liées au Sénégal, mais liées également au continent. Je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, mais eux-mêmes vous étaleront un peu l'étendue de leurs connaissances sur ces aspects-là. Permettez simplement de dire que les questions d'intégration sont des questions très complexes. Tout a été essayé. Je n'ai pas envie de dire comme les autres que puisque nous avons tout essayé, que nous avons échoué, donc rangeons les armes et croisons les bras et laissons arriver d'autres. Mais en vérité, chaque fois que les humains sont confrontés à des difficultés, il y a des hommes également et des femmes qui ont le courage peut-être d'affronter ces réalités-là et de sortir par le haut en nous montrant le chemin. Eh bien, nos deux invités, nos deux intervenants font partie effectivement de cette cohorte de gens très intègres, mais très attachés effectivement à la recherche et qui veulent partager les résultats de la recherche justement avec des opinions et surtout encore avec les jeunes opinions qui sont en train de se forger du caractère, un destin et en même temps aussi peut-être qui veulent se projeter en ayant comme exemplarité ces deux et parmi les deux autres et d'autres comme eux. Si vous le voulez bien, pour ne pas trop allonger la discussion puisque nous avons perdu quelques éléments de minutes, nous allons donner la parole tour à tour au professeur Sy et au professeur Dembélé pour qu'ils nous étalent cela. Mais je commencerai par une petite question liée peut-être à la problématique monétaire. C'est de demander simplement si en vérité la question monétaire, parce qu'elle est complexe, est-ce qu'elle a été prise en charge justement par les institutions? Est-ce que tout le parcours institutionnel a été suivi pour qu'au moins on ait une idée précise de comment appréhender la question monétaire dans notre pays? Parce qu'on a beaucoup spéculé là-dessus, trop de gens se projettent là-dessus. La question monétaire est aujourd'hui comme la question du classement de l'équipe nationale de football du Sénégal. Tout le monde est entraîneur, tout le monde fait du classement. Mais je pense qu'il y a des gens dont c'est le métier et ils sont dédiés à nous éclairer la voie sur la question monétaire, permettant qu'eux-mêmes le disent. La deuxième question, peut-être aussi on reviendra dans les débats, c'est que les marges de fluctuation entre les monnaies qui devront plus tard composer la monnaie unique donc de la zone CFA, de la zone CEDEAO, comment vont-elles peut-être arriver à arranger justement ces fluctuations-là pour qu'au moins il y ait un référentiel qui devra permettre donc à cette monnaie en cours de gestation de régler justement ces questions de marge fluctuante et peut-être aussi de nous donner des assurances sur sa solidité et sur sa validité par rapport à d'autres monnaies qui vont attaquer notre marché. Merci et bonne séance de travail avec nos deux intervenants. Professeur Sy, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mamadou. Je vous fais une présentation que j'ai appelée la longue marche vers la monnaie de la CEDEAO, 2 points, espoir, difficulté et perspective, avec 5 points. Après l'introduction, je parlerai de la vision de l'unité, espoir pour la monnaie unique de la CEDEAO, l'ECO. Point 2, le périple protégé, où je parle des difficultés et obstacles sur la voie de l'ECO. Le 3e point, les perspectives d'avenir. Et le 4e point, la conclusion. Beaucoup a été dit sur la CEDEAO ce matin. J'ai élagué tout ça, je ne vais pas y revenir. Merci beaucoup. La communauté de la CEDEAO a été établie en 1975 par le traité de Lagos dans le but de promouvoir l'intégration économique parmi les États membres. L'objectif déclaré était d'atteindre une autosuffisance collective en construisant une union économique et commerciale complète. Le traité a été révisé en 1993, élargissant sa portée pour inclure également la coopération politique.
Une ambition de longue date au sein du bloc régional est la création de la monnaie unique. L'idée ayant été évoquée pour la première fois il y a 30 ans. L'objectif initial d'une monnaie commune était de stimuler le commerce transfrontalier et le développement économique. En 2019, le nom ECO a été officiellement adopté pour ce projet de monnaie unique. Cette présente communication vise à analyser les espoirs, les difficultés et les perspectives entourant le projet de monnaie unique de la CEDEAO, en soulignant la complexité et la nature de cette longue marche sur cette initiative. L'histoire de la CEDEAO et la vision précoce de l'intégration économique ont jeté les bases solides pour l'ambition d'une monnaie unique. Cependant, les retards répétés suggèrent des défis sous-jacents importants qui persistent depuis des décennies. Les traités et les objectifs initiaux de la CEDEAO ont préparé le terrain pour une intégration plus approfondie, y compris une union monétaire. Le fait que cette idée existe depuis si longtemps indique un désir soutenu pour ce niveau d'intégration. Néanmoins, les nombreux reports que nous avons constatés soulignent les difficultés à traduire cette vision en réalité. L'élargissement du mandat de la CEDEAO au-delà des aspects purement économiques pour inclure la coopération politique en 1993, suite à l'entrée du Cap-Vert, suggère une compréhension que l'intégration économique est intimement liée à la stabilité et à la coopération politique. Ce mandat plus large pourrait être à la fois une force et un défi pour le projet de monnaie unique, car les questions politiques peuvent soit faciliter, soit entraver le progrès économique. Reconnaître le lien entre les sphères économiques et politiques est crucial, en effet, pour une intégration régionale réussie. Bien que la coopération politique puisse créer un environnement plus propice aux initiatives économiques, comme pour une monnaie unique, l'instabilité politique ou les désaccords entre les États membres peuvent également devenir des obstacles majeurs. L'adoption d'un nom spécifique, l'ECO, en 2019, marque donc une étape concrète et un engagement renouvelé envers le projet à ce moment-là. Cependant, les retards, comme nous l'avons dit, indiquent que ce progrès symbolique n'a pas suffi pour surmonter les défis entre les parties prenantes et autres. Nommer la monnaie lui donne une identité tangible et suggère un certain niveau de maturité dans le processus de planification. Cependant, le fait que le lancement prévu en 2020 ne se soit pas concrétisé souligne que l'acte symbolique de nommer la monnaie ne se traduit pas automatiquement à sa mise en œuvre réussie. Première partie, la vision de l'unité, espoir pour la monnaie unique de la CEDEAO, l'ECO. L'un des principaux espoirs de la monnaie unique est de générer des avantages économiques significatifs. L'ECO devrait faciliter le commerce et l'investissement intra-régionaux en éliminant les tracas liés au change et en réduisant les obstacles aux activités commerciales. Je précise simplement que si vous avez la même famille qui vit en Ghana et l'autre en Côte d'Ivoire, sur des déplacements, par exemple pour un mariage, les pertes de change peuvent être de 40%. C'est considérable à cause du fait de ne pas avoir la même monnaie. C'est un facteur bloquant objectivement parlant. Donc, on pense que la suppression de plusieurs monnaies réduira les coûts de transaction pour les biens et services. Je le pense également, pourquoi je le partage, et que le commerce intra-zone prospérera, à condition que notre zone devienne une zone de production et de créativité, une grande zone de transformation manufacturière au lieu d'être simplement une zone de grande consommation de produits manufacturés venant des pays occidentaux.
En outre, l'ECO devrait réduire les coûts de transaction et éliminer les risques de change également, qui sont considérés comme les freins à l'intégration régionale. Les différents régimes de change dans une petite zone ne favorisent pas le commerce entre les pays en raison des coûts de transaction élevés. Ça touche la question du modérateur. Ça, nous l'avons appris aussi de l'histoire économique. Dans une si petite région, on ne peut pas se permettre 9 ou 10 monnaies qui circulent en même temps. C'est insoutenable. La monnaie unique devrait également permettre de promouvoir la transparence des prix et la concurrence en facilitant la comparaison des prix entre les deux pays. On s'attend à ce que l'ECO attire les investissements directs étrangers en créant un environnement économique plus cohérent et plus stable. Cette étude a été faite dans le cadre du NEPAD que j'ai co-dirigé, qui montrait déjà que la plus grande crainte de nos partenaires extérieurs qui voulaient investir en Afrique de l'Ouest, c'est d'avoir autant de pays que d'interlocuteurs. C'est un frein également objectif à l'investissement étranger direct. En termes de stabilité monétaire et financière, l'ECO vise à renforcer la stabilité macroéconomique et la discipline parmi les pays membres. On espère que la valeur de la monnaie régionale augmentera avec le temps grâce à un taux de change fixe. Ça, c'est une idée qui a été avancée, qui se discute et qui est refusée, par exemple, comme un pays, comme le Nigeria et autres. Le souhait, c'est qu'aujourd'hui, c'est quasiment acquis, on peut le dire, la majorité des pays souhaitent un taux de change fluctuant sur lequel on peut véritablement agir à l'occasion. Cela ne veut pas dire qu'en économie pure, tel taux de change est meilleur que tel autre de change. Tout dépend des politiques effectives menées dans un environnement. Autrement dit, il n'y a pas de vérité sur la question du taux de change fixe ou du taux de change variable. Donc, une monnaie unique supprimerait cet obstacle, rendant les échanges entre les entreprises plus faciles et moins coûteux, favorisant ainsi une grande intégration économique. Le désir d'indépendance monétaire vis-à-vis de la France, en particulier pour les pays de l'UMOA, révèle une dimension politique plus profonde du projet ECO. Cela suggère que l'initiative n'est pas uniquement motivée par les considérations économiques, mais aussi par un désir d'affirmer une plus grande souveraineté et de réduire les dépendances historiques, c'est-à-dire tous les lieux, les paradigmes des relations qui nous lient avec la France, par exemple. Le CFA a été considéré par certains comme un vestige du colonialisme français. Le réformer en ECO permettrait à ces pays d'avoir un plus grand contrôle sur leur politique monétaire et leurs réserves de change qui sont actuellement gérées en partie par la France. C'est toujours le cas. Là aussi, il y a des arguments divers. Devant l'indiscipline de nos gouvernements, certains pensent qu'il serait extrêmement risqué de transférer toutes nos réserves, que les Américains appellent les heirlooms, les bijoux de famille, sur le continent. Nous avons vu d'ailleurs des chefs d'État demander à utiliser les réserves de change pour, disons, opérer certaines dépenses de développement. Alors les réserves de change, ce n'est pas fait pour ça. À ce moment-là, moi-même, j'ai répondu au chef d'État qu'il avait dit, « Monsieur le Président, si vous utilisez les réserves de change étant le matelas sur lequel vous dormez, le soir, vous irez dormir au bord de la mer. Ce n'est pas fait pour ça, les réserves de change. » Cette évolution d'indépendance s'aligne sur les aspirations plus larges à l'autodétermination africaine et le désir de la jeunesse africaine de se délier, de déconnecter des logiques qui gouvernent nos relations avec la France et les partenaires occidentaux, ainsi que les institutions économiques et financières internationales. Le potentiel de l'ECO à renforcer l'influence économique mondiale dans la région est lié à l'idée de présenter un bloc économique unifié. Cela pourrait renforcer le pouvoir de négociation de la région dans les négociations commerciales internationales et attirer les conditions plus favorables. Une zone économique plus vaste et plus intégrée avec une monnaie unique aurait probablement plus de poids dans l'économie mondiale que les économies individuelles plus petites des États membres de la CEDEAO. Cela pourrait se traduire par une influence accrue
sur les forums internationaux et les relations commerciales internationales plus solides avec d'autres régions. La deuxième partie, difficultés et obstacles sur la voie de l'ECO. Malgré les espoirs associés à l'ECO, la voie de sa mise en œuvre a été semée d'embûches. L'un des principaux défis est la divergence macroéconomique persistante entre les États membres. Ça répond aussi, élément de réponse à la question du modérateur. J'y reviendrai. Les États membres n'ont cessé d'échouer à respecter les critères de convergence, inflation, déficit budgétaire, réserve, etc., malgré de nombreuses tentatives et déchéances. Jusqu'en 2011, seul le Ghana avait réussi à respecter tous les critères primaires en une seule année fiscale. En 2016, 3 États membres ont satisfait aux premiers critères. Les États membres ont du mal ainsi à maintenir la discipline monétaire et budgétaire nécessaire. En juin 2023, aucun État membre de la zone monétaire ouest-africaine n'avait satisfait aux 4 critères de convergence primaire. En plus de ces défis, il existe des disparités considérables dans les structures économiques et les niveaux de développement entre les 15 pays membres, aujourd'hui 12, y compris les différences de taille de leur économie, leur population et leur dépendance à différents secteurs. Le Nigeria, par exemple, représente environ 67% du PIB de la CEDEAO. Ces différences structurelles entraînent des chocs asymétriques qui touchent différemment les pays membres, rendant difficile une politique monétaire commune. Un autre obstacle important est le franc CFA. 8 pays francophones au sein de l'UEMOA ont déjà une union monétaire avec le franc CFA rattaché à l'euro. La fusion du franc CFA avec l'ECO pose des défis, notamment en ce qui concerne le taux de change fixe avec l'euro et le rôle du Trésor français, particulièrement pour le Nigeria. Le Nigeria, en cas d'unité sur cette question, refuse catégoriquement la mainmise, ou en tout cas une place réservée, ne serait-ce qu'un doigt, à la France dans le dispositif de politique de gouvernance de la monnaie. Il y a eu des propositions alternatives, il y en a eu plusieurs, je ne vais pas les rappeler ici. D'abord, changer le nom du CFA actuel pour faciliter l'intégration. Mais auparavant, il y a eu la grande initiative qui avait été abandonnée sur laquelle des propositions reviennent. C'est-à-dire faire l'unité, les 8 pays du franc CFA étant déjà unis, faire l'unité pour les autres pays qui restent. Et un groupe d'experts a été réuni et qui a travaillé pendant des années. Nous étions pour le Sénégal 3 experts à accompagner ce qu'on appelle le programme Fast Track. C'est-à-dire c'était des experts pour accompagner les pays non CFA à converger vers une monnaie, et à ce moment-là, on fusionne les 2 monnaies. Les experts sénégalais, c'était Magathiam, le professeur Magathiam, mathématicien qui est décédé. Il y était en tant que ministre de l'intégration. Il y avait le professeur Makhtar Diouf, professeur d'économie, et moi-même. Nous étions dans le travail qui devait être fait. Je ne voudrais pas être long sur cette question. Le travail a été fait. À un moment donné, pour accélérer le processus, c'est le président Ouattara qui lui-même, en 2014, a proposé vraiment d'accélérer la marche et qu'on pourrait commencer par les pays qui sont aujourd'hui, qui réunissent en tout cas l'essentiel des critères pour aller ensemble et que les autres devaient suivre à leur rythme. Tout ça, c'est des propositions pensées, quand même, étudiées par les commissions techniques et validées. Il y a d'autres propositions qui sont, comme par exemple le rôle du Nigeria dans le processus. Certains des partenaires extérieurs sont allés même jusqu'à demander que tous les pays fassent l'ECO en excluant le Nigeria. Je ne vais pas m'étendre là-dessus sur la base de ce que le professeur Abdoulaye Bathily a dit. Pour l'unité ouest-africaine, beaucoup de jeunes ne savent pas, le professeur Bathily ne s'est pas trop étendu sur la question. La France a tout fait pour qu'il n'y ait pas de CEDEAO, pour qu'il n'y ait pas cette unité. Ça, c'est pour l'histoire, c'est important de le dire. Le Nigeria a joué un grand rôle et l'essentiel des financements sur la question
ont été assurés par le Nigeria. Et encore aujourd'hui, les plus grands contributeurs sur le continent, rassurez-vous, le Sénégal a toujours été à jour sa cotisation, mais les plus grands contributeurs, c'est quand même le Nigeria, le plus grand contributeur. Sur le plan continental, il y a 3 pays qui contribuent le plus à la Commission de l'Union africaine. Il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Algérie. 3e point, je veux aller loin, perspectives et scénarios pour la monnaie unique de la CEDEAO. La faisabilité et le calendrier de l'objectif 2027 restent incertains. Il faut l'assumer, je crois que c'est ça la situation. De nombreux experts exprimant leur scepticisme en raison des difficultés persistantes à respecter les critères de convergence et les récents développements politiques. La commission même de la ZMAO, c'est la zone en question qui est basée, je crois que c'est en Sierra Leone, qui a été dirigée pendant quand même 10 ans par un brillant économiste sénégalais qui a été notre étudiant, le professeur Bon Oumar Ndiaye. Le groupe technique a terminé tout le travail technique pour converger et aller vers la monnaie unique. Ils ont nuancé toutes les réserves sur les critères de convergence et au demeurant, c'est important de le préciser, d'emballasser. Les critères de convergence, quand j'en parle comme les Américains. C'est anti-économique. Ça n'a rien à voir économique. C'est des critères décidés à matrice, parce qu'il n'y avait pas d'ordre du jour à discuter, et quelques conseillers techniques l'ont proposé. Donc ce n'est connu que dans notre espace. Mais des pays qui veulent aller ensemble vers l'unité ont le droit de se donner certaines règles, quand même de discipline. Et cela peut justifier si on considère le désordre et les libéralités que prennent très souvent les chefs d'État dans cette partie ouest africaine. Donc, la Commission a terminé son travail. La possibilité d'une monnaie, de 2 monnaies est toujours sur la table. Une pour les anglophones et les revenus, je l'ai dit tout à l'heure, une pour les francophones. Et enfin, l'idée d'une monnaie unique, d'une monnaie commune, pas unique. C'est aussi une idée. Une monnaie commune, ça se discute, mais c'est très marginal. C'est certains groupes africains qui le disent, qu'il faudrait que nous puissions, chaque pays, garder sa monnaie nationale et avoir une monnaie unique pour commercer à l'extérieur. Cela se fait dans le monde, c'est connu, mais les chefs d'État décident de conserver, en tout cas, le projet initial. Immédiatement, une monnaie unique. Mais lorsqu'ils le disent, c'est qu'eux, ils sont déjà engagés psychologiquement dans une marche vers l'État fédéral sous-régional. Je crois qu'à ce moment-là, on peut parfaitement les comprendre. Parce que l'aboutissement véritable et l'épanouissement réel d'une monnaie commune, ça se fait plutôt dans un État fédéral que dans un contexte où il existe encore des États nationaux. Donc voilà quelques éléments d'alternative sur cette question. Je vais terminer, aller à la conclusion pour dire que le projet de monnaie unique de la CEDEAO porte en lui de grands espoirs d'accroissement du commerce, de stabilité également et d'indépendance économique pour la région. Cependant, le chemin vers la réalisation est semé de difficultés considérables, notamment la divergence macroéconomique persistante entre les États membres, les complexités liées à l'intégration de la zone CFA et les difficultés politiques et institutionnelles. Le retrait récent de 3 membres ajoute une nouvelle couche d'incertitude. Les perspectives d'avenir de l'ECO restent mitigées. Bien qu'il y ait un engagement continu envers l'objectif de 2027, les obstacles substantiels qui subsistent rendent cet échéancier ambitieux. Le succès ou l'échec de l'ECO dépendra de la capacité des États membres à faire preuve d'une forte volonté politique, de réaliser une convergence macroéconomique soutenue et de tirer les leçons des expériences des autres régions. La possibilité d'adopter des approches alternatives de l'union monétaire complète, telles que le renforcement des systèmes de paiement régionaux, pourrait également jouer un rôle important dans la promotion de l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. Et en fin de compte, la longue marche vers la monnaie unique de la CEDEAO
nécessitera d'abord un engagement des sociétés civiles et une détermination inébranlable et une approche pragmatique pour surmonter les nombreux défis qui restent sur son chemin. Je vous remercie de votre attention. Mon texte est très long, mais on fera en sorte de vous le partager pour ceux qui ont laissé leur adresse email. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Oui, je crois qu'il a fait un tour d'horizon de la question. Ce n'est pas la peine de vous rafraîchir la mémoire puisque vous y étiez. Mais voilà, il donne quand même au moins le signal en disant « restons déterminés ». Restons déterminés, surtout en s'adressant aux jeunes que vous êtes. Sans plus tarder, on va passer donc au professeur Moussa Dembélé, qui va lui aussi peut-être prendre la parole et nous donner aussi sa perception des choses. Et après lui, maintenant, on ouvre le débat général. Professeur. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Bon après-midi. Merci de votre présence. Moi, je suis supposé intervenir sur l'introduction de mon frère et ami Chérif. C'est un combat, le combat de l'intégration, notamment l'intégration monétaire, c'est un combat que nous menons depuis des années ensemble. Je pourrais dire que ce qu'il a dit, j'aurais pu m'en contenter et dire, bon, on passe au débat. Je salue le modérateur, M. Mamadou Ndiaye. J'ai connu, avec qui j'ai eu quelques débats intéressants, il y a quelques temps de cela. Alors, moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, sur la monnaie, sur ce que Chérif a dit, je vais d'abord parler de mon sentiment sur l'état actuel de la CEDEAO. Vous savez, Mimi Touré, le professeur Bathily ont parlé de leur optimisme. Moi, je ne suis pas optimiste. Peut-être que c'est des diplomates. Langage, comme on dit, la langue de bois. Ou peut-être c'est par conviction. Moi, je ne suis pas optimiste. Pour deux raisons. Quelles sont les raisons de mon manque d'optimisme? C'est d'abord, on a un problème de leadership dans la CEDEAO. Et on a un problème de dépendance dans la CEDEAO. Et c'est ça qui a engendré la crise que nous connaissons. Parce qu'un groupe qui était composé de 15 pays, qui se retrouve en fêtant son 50e anniversaire avec 12 pays, puisque les autres officiellement, les 3 autres officiellement, ne font plus partie de la CEDEAO. Je pense que ce n'est pas, franchement, quelque chose qui pousse à l'optimisme. Il faut se dire la vérité. Et Alioune Tine a dit ce matin, il faut qu'on regarde les réalités en face. On est là pour ça. Bon, les diplomates sont ce qu'ils sont, mais nous sommes libres d'exprimer nos points de vue. Alors, problème de leadership. Il y a un manque de vision de la part des dirigeants de la CEDEAO. Je pense que les idéaux des pères fondateurs ont été perdus le long du chemin par un leadership que je qualifierais aujourd'hui de syndicat. Je l'ai dit dans mes... Chérif le sait, dans pas mal de papiers, le syndicat des chefs d'État. La preuve, ils ne défendent que leur père quand ils sont en difficulté. Ils ne se soucient jamais de l'intérêt des peuples. Je vous donne un exemple. Quand le président du Nigeria, après le coup d'État du Niger, coupe du jour au lendemain l'électricité
au Niger, alors que de part et d'autre, ce sont les mêmes populations, les Haoussa, tout simplement parce qu'il fallait rétablir Bazoum au pouvoir sous l'injonction de Macron, le président français. C'est une réalité. Ou alors, quand Macky Sall, à l'époque, avait imposé un embargo illégal, parce que c'est contre les textes de la CEDEAO, embargo illégal et inhumé contre le Mali, qui est notre premier client, au point que le secteur privé sénégalais avait crié en disant non mais ça c'est une erreur, parce que c'est notre premier client. Et il y a eu des pertes énormes pour le secteur privé sénégalais. Et du coup, le port autonome de Dakar est en train d'en pâtir, cher vous le savez, parce que les Maliens qui avaient des entrepôts ici, ils n'ont plus confiance au Sénégal. Ils cherchent ailleurs, du côté de la Guinée, de la Mauritanie, etc. Et tout récemment, j'ai vu que le directeur du port autonome, M. Bodian, est allé au Mali, peut-être pour essayer de dire non, ça ne se passera plus, il faut revenir, etc. Bon, c'est pour vous dire, donc, que le leadership de la CEDEAO est en partie responsable de la crise qui a conduit au départ des 3 pays. Deuxième point, c'est la dépendance. Vous savez, la CEDEAO, c'est malheureux de le dire, pour la plupart de ses programmes, ou même de son budget, la CEDEAO dépend de ressources extérieures. Je vais vous donner une anecdote. Chérif était encore avec le président Wade quand on mobilisait contre les accords de partenariat économique que l'Union européenne voulait imposer aux pays africains. On mobilisait, le président Wade lui-même a mobilisé un bon contingent, non seulement de Sénégalais, mais d'Africains, pour aller à Bruxelles, contester ces accords de partenariat économique à l'échelle de l'Afrique. Mais vous savez que pendant cette période, certains des négociateurs de la CEDEAO étaient payés par l'Union européenne. Comment voulez-vous qu'ils négocient comme il faut dans l'intérêt de la CEDEAO? Ce n'est pas possible. Donc cette dépendance qui explique un peu, pas un peu, qui explique les ingérences étrangères qui poussent les chefs d'État à prendre des décisions qui sont contraires à leur protocole et qui sont contraires aux intérêts des populations de la CEDEAO. Donc moi je ne suis pas optimiste quand on dit oui, après 50 ans, etc. Voilà mon point de vue, la CEDEAO est en crise, la CEDEAO est en profonde crise, il faut regarder la réalité en face. Et ensuite, la CEDEAO fait du surplace, ça fait 50 ans. Mimi Touré l'a dit, et toutes les statistiques le montrent, mais les échanges intra-CEDEAO ne dépassent pas 10%. Pas 10%. Ça ne dépasse pas 10%, alors que l'intégration devrait accélérer le commerce intracommunautaire. Mais malheureusement, avec 10%, ça c'est la moyenne. Parfois c'est 9%, etc. Donc on fait du surplace. C'est lié à beaucoup de facteurs, l'instabilité politique, les coups d'État, bien sûr, donc, et de l'autre, les guerres civiles. Il y a eu des guerres civiles dans certains pays, Libéria, Sierra Leone. C'est vrai qu'il y a des causes objectives de l'instabilité dans la sous-région. Mais le fait est que, sur le plan de l'intégration, on n'est pas allé très loin. Et c'est là où se pose le problème de la monnaie.
les dirigeants de la CEDEAO, au milieu des années 80, se sont dit peut-être que si on éliminait toutes les monnaies qui circulent, elles sont 8, le CFA et les 7 autres. Et peut-être que ça allait accélérer notre intégration en supprimant un certain nombre de coûts et d'obstacles, comme l'a indiqué Chérif. Mais le problème, c'est que ça fait 42 ans, 1983, faites le compte, 42 ans. À chaque fois, on reporte, on reporte, on reporte, on reporte, on reporte. Arrive juin 2019. En juin 2019, à Abuja, le sommet des chefs d'État décide cette fois-ci d'adopter l'euro et l'éco, et de lancer la monnaie en 2020. C'était en juin 2019 à Abuja, dans la capitale nigériane. 10 jours après, le président ivoirien va à Paris voir M. Macron pour lui dire à peu près ce qui a été décidé à Abuja. Il ne faut pas tenir compte de ça. Il ne faut pas tenir compte de ça. Nous qui utilisons le franc CFA, on va s'arranger pour rester dans la mouvance, sous la tutelle de la France, mais sous une autre forme. On va s'appeler ECO, comme l'a décidé la CEDEAO, mais c'est un ECO qui va concerner seulement les pays de l'UMOA. Alors, ça n'a rien à voir avec la décision d'Abuja du mois de juin. Et à l'époque, il y avait une réaction très vive de la part des autres pays, notamment le président Buhari, qui était à l'époque président du Nigeria, avait fait une déclaration très, très dure à l'égard de ce que Macron et Alassane Ouattara voulaient faire. Mais le point est que la France, voulant continuer à s'aborder, le mot n'est pas très fort, à s'aborder l'intégration en Afrique de l'Ouest, a essayé de faire quelques concessions. Et ce sont ces réformes qui ont été entérinées par la suite par l'Assemblée nationale française. Ces réformes sont le retrait, enfin, la fin de l'obligation des pays du franc CFA à déposer 50% de leurs réserves de change au niveau du Trésor français. Ce n'est plus obligatoire. Le retrait des représentants de la France au niveau des instances de la BCEAO, mais sinon tout le reste est en place. La libre transférabilité de la monnaie, des finances entre nos pays et la France, ça reste en l'état. La garantie entre guillemets de la France reste en l'état. Et le taux de change entre ce CFA qui allait s'appeler ECO, ce taux de change resterait fixe avec l'euro. Donc ce sont des changements cosmétiques. Et d'ailleurs, pour les représentants de la France qui quittent les instances de la BCEAO, ils seraient remplacés par des experts internationaux qui seraient choisis par la Banque de France, par la Banque centrale européenne et par la BCEAO. Et je sais que les gens de la BCEAO vont s'asseoir, juste une fois que ça sera décidé, ils vont applaudir. Et puis, ça, c'est ma conviction. Donc, ça ne change pas. Vous pensez bien que si la Banque de France choisit
un expert international, elle va choisir quelqu'un qui va veiller sur les intérêts de la France. Ça, c'est évident. Okay? C'était une idée de M. Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur général de FMI. Le scandale de Muscat, tout le monde le sait. Notre frère écrivain venant de la Guinée, certainement plus que d'autres. OK. Donc c'est ça aujourd'hui. Nous sommes, au moment où je vous parle, il y a deux projets d'écho sur la table. Il y a le projet de la CEDEAO et il y a le projet Ouattara-Macron qui a été signé en décembre 2019, le 21 décembre 2019. En fait, comme Sharif le disait, ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent, c'est d'isoler le Nigeria et élargir l'UMOA. J'étais dans un débat il y a quelques jours à l'université et un des intervenants disait oui, il faut élargir l'UMOA et mettre de côté le Nigeria. Or, le Nigeria, Sharif l'a dit, 65% du PIB. Plus de la moitié de la population de la CEDEAO. Alors, si vous excluez le Nigeria, il ne faut pas parler d'intégration en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas possible d'exclure un pays qui a les 2/3 du PIB, plus de la moitié de la population, vous l'excluez, vous ne pouvez pas parler d'intégration. Or, c'est ce que cherche la France et des complices. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc c'est ça. L'intégration est en danger. Parce que si ce projet passe, ça veut dire que la CEDEAO va éclater. Toute cette rhétorique consiste à dire oui, les premiers qui satisferont aux critères de convergence vont y aller et les autres vont suivre, ce n'est pas possible. Parce que la réalité derrière ça, c'est de dire adieu Nigeria, nous ne voulons pas du Nigeria, on peut rester sous la tutelle de la France. Et donc, ça ajoute à la crise. Ça ajoute à la crise parce que je suis sûr que d'autres pays n'accepteront pas cela. Mais c'est la réalité à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Alors, juste pour terminer, changer ou périr. Changer ou périr. Pour changer, pour moi, il faut deux choses. La première, c'est respecter les textes de la CEDEAO par les dirigeants. Je vous donne l'exemple de la Cour de la CEDEAO. Combien de décisions ont-elles été prises et qui n'ont jamais été respectées par le Sénégal, par la Côte d'Ivoire, par les autres pays? On met en place une cour, on paye des fonctionnaires, elle prend des décisions, on les met à la poubelle. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, il faut respecter les textes. Il faut des dirigeants qui respectent les textes qu'ils ont eux-mêmes approuvés. La deuxième chose, pour ne pas périr, il faut trouver les moyens de financer notre propre développement. Sinon, ce sont les autres qui vont financer des projets en veillant à ce que leurs intérêts prévalent sur les nôtres. Merci. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Il reste le même, hein. Il reste le même. Il a le punch, hein. Il a le courage de ses idées et il a aussi le courage d'affronter l'adversité, surtout l'adversité intellectuelle. Donc, professeur, merci beaucoup. Mais je pense que dans le débat aussi, certains esprits vont peut-être encore davantage creuser. Le débat est ouvert.
Pour ceux qui veulent prendre la parole, juste c'est de s'identifier et de se signaler. Oui, Aïcha, je prends d'abord une femme. Merci. D'habitude, quand c'est des questions économiques, j'ai tendance à fuir parce que, bon, je suis littéraire, la seule de ma famille. En fait, en parlant de monnaie unique et monnaie commune, moi j'aime bien l'idée de voler le projet éco, si je peux l'appeler comme ça. Moi je veux aller plus loin et dire dans les perspectives de l'éco, est-ce qu'il y a des réflexions pour avoir une monnaie d'échange numérique pour la sous-région? Parce que c'est quelque chose qui est d'actualité. Et comme on a du mal à concrétiser la monnaie unique, pourquoi ne pas opter pour une monnaie commune et inclure en fait l'aspect numérique? La question est posée manifestement au professeur Si. Hein? Voilà. Thank you. Name is Kojo Asante, CDD Ghana. Two questions. The first one on the common currency. I think we know that we still need the economic foundations to really create and manage a common currency. And looking at the economies in the sub-region is not easy. But sometimes when I think about the issue of common currency, I ask myself, why do we not go also with the coalition of the willing? Why are countries not improving the exchange of currency, tradable currency among themselves? And just a quick anecdote. I go to Nigeria quite a bit. Most people will take Ghana cedi because there's a lot of trade between traders, right? So why is the Bank of Ghana not keeping enough Naira so that people can just, go and get Naira rather than go and get the dollar and then exchange it for Naira when they are going to Nigeria? And why is that not happening more? So maybe the economists can explain to me why that is not the case. The second issue is that the AU adopted, or at least launched, the Pan-African Payment and Settlement Platform, which is to the PAPS, which is supposed to assist payment. And from what Aisha is saying, that actually overcomes some of the challenges you have with a common currency, because the interbank system, can manage the transaction costs around that. So why is ECOWAS not also taking advantage of that to almost like leapfrog the common currency challenges? So maybe to get some explanation that maybe we are missing something. Thank you. You are from Ivory Coast? Oui, Côte d'Ivoire. Ah, vous êtes... En français, bien sûr. Okay. Ok, merci bien, monsieur. Ouais. Kofi Kwasi Ignace, président régional des clubs CEDEAO. Je voudrais d'abord dire merci à nos panélistes pour l'intervention. À écouter nos responsables, je me rends compte que le problème de la monnaie ou le problème de l'éco, c'est plus politique que technique. Ce sont bien sûr des entraves beaucoup plus politiques, mais ce n'est pas en réalité technique, parce que, tel que vous avez expliqué, les critères de convergence ne sont que de simples jeux de mots. Ce sont les questions politiques qui plombent l'avènement de l'éco. Et donc, je pense que si on a pu surmonter cela, l'éco peut voir le jour. Mais c'est encore plus difficile. Ma préoccupation, c'est de savoir, bon, déjà quand on parle de l'intégration économique, quand on parle de l'éco, on est beaucoup plus avec les experts, on est beaucoup plus avec les politiques. Nous, au niveau de la jeunesse, au niveau de la population, réellement, on n'a pas grande notion, on ne sait pas comment ça se prépare. La jeunesse, très souvent, fuit, si vous voulez bien sûr, le franc CFA et souhaite l'avènement de l'éco, simplement parce que, bon, c'est une question de France-Afrique, c'est lié à la France, c'est lié, bien sûr, on veut rejeter, bien sûr, la France,
Et donc c'est pourquoi on fuit l'éco, on fuit le franc CFA. Mais est-ce qu'on comprend réellement aussi les implications de l'avènement de l'éco? Et vous, les experts, qu'est-ce que vous faites pour préparer la jeunesse, pour préparer la population à l'avènement de la nouvelle monnaie? Est-ce qu'aujourd'hui, si on change de monnaie, qu'on passe bien sûr du franc CFA à l'éco, est-ce que le développement suit? Est-ce qu'automatiquement on devient riche, on devient des pays développés? Est-ce que tout va bien? Ou bien il y a des choses à faire avant même l'avènement de cette nouvelle monnaie? Comment on prépare la jeunesse, comment on prépare la population à l'acceptation de cette nouvelle monnaie qui, bien sûr, peut remplacer le franc CFA, mais si on y prend garde, les mêmes dérives qu'on constate, bien sûr, sur le franc CFA et les autres monnaies peuvent, bien sûr, se reproduire avec l'éco. Voilà un peu ma préoccupation. Merci. Non, bonne question. Est-ce qu'on ne peut pas scinder ça en deux? Pour le groupe de questions déjà posées, ils répondent? Je ne vois pas des kilomètres pour venir vous écouter. Merci beaucoup d'abord à notre frère, grand frère Alioune Tine pour cette opportunité. Merci à vous pour ce panel. Je vais poser une question très directement aux deux amis et professeurs Si et Moussa Dembélé. À chaque fois, l'avènement de l'éco est repoussé, comme ce fut le cas également pour la sortie du franc CFA de la zone euro. Qu'est-ce qui cloche? Aussi, j'aimerais comprendre pourquoi nos pays africains qui, malgré le FATRA, ont porté quand même en termes de progression parce que, quoi qu'on puisse dire, nos pays ont eu des taux de croissance, certains qui touchaient presque à 2 chiffres. Pourquoi nous qui avons porté le taux de croissance mondial vers le haut, aujourd'hui, on nous parle de crise économique ou bien qu'on nous parle que nous sommes incapables d'arriver à avoir une monnaie commune? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Je vous remercie. C'est bon. Suivant. Oui. Fatou Sagna. Je suis étudiante à l'université Alioune Diop de Bambey. Je voulais un peu parler de l'aspect communautaire avant de parler de l'aspect économique. Parce qu'on ne peut pas parler d'intégration économique sans qu'il y ait vraiment cette intégration communautaire. Bien sûr, entre les pays qui composent l'espace CEDEAO. Et tout à l'heure, lors de vos speeches, vous avez parlé jusqu'à évoquer ce qui s'est passé entre le président Ouattara et l'autre de la France. Déjà, ça, c'est un linge sale qui devrait être lavé, éradiqué et essuyé partout. Parce qu'on ne peut pas vraiment se dire, faire partie de la famille pour après montrer le dos, aller négocier pour soi-même. Là, c'est le premier facteur ou bien le premier problème sur lequel l'espace CEDEAO devrait miser avant véritablement de pouvoir parler d'intégration économique. Parce qu'une fois que tout le monde est dans une même bassine et toutes les mains sont propres, là vraiment, quand l'argent vient, ça passe. Merci beaucoup. Merci Fatou. Oui. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Je m'appelle Armand Lona, je suis journaliste de la Guinée-Bissau, je suis activiste, je suis coordinateur de Front Populaire, une organisation populaire politique, mais pas partisan. J'ai beaucoup aimé votre présentation et votre commentaire, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Moi, je pense que quand on célèbre 50 ans, il faut éviter la langue de bois. Je pense qu'on doit profiter de ce temps que nous avons ici pour se dire la vérité. Le tableau est sombre de la CEDEAO. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup souligné vos mots. Je suis très content, très ravi. Je pense que la plupart des participants ici. En écoutant, il y a certains éléments que vous avez partagés ici que je pense que la plupart de l'audience ici est au courant, notamment
cette histoire de chefs d'État qui sont téléguidés par la France. Et là, vous avez mis l'accent sur la dépendance. Moi, je pense, comme vous aussi, que l'économie n'existe pas à part la politique. Ça va ensemble. L'intégration économique suppose d'abord l'intégration politique, comme Kwame Nkrumah nous a averti depuis longtemps. Donc, nous avons des bases pour ça. Ma question pour vous, elle est directe. Croyez-vous qu'il est possible de viabiliser l'union monétaire dans ce cadre de néocolonialisme, de dépendance absolue? C'est des questions que je suis en train de préparer, un livre qui doit sortir très bientôt. C'est des questions que m'interpellent. Mais aussi la question des frontières. Il y a un détail que je voudrais aussi que vous partagez vos expériences. Nous travaillons, nous demandons l'unité au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, mais il y a une question de balkanisation de nos mentalités qu'on ne peut pas reporter. Est-ce que vous croyez qu'il est possible d'aboutir à une union plus forte si nous continuons à assister à cette balkanisation, ça qu'on reste enfermé dans ces petits territoires, mais en même temps nous voudrons une communauté forte. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, salam alaikum, bonjour. Je m'appelle Papa Ndike Sambou. Donc merci beaucoup, cher professeur, de cette brillante intervention. Moi, je m'intéresse beaucoup plus à l'intervention de notre cher professeur Moussa Dembélé. Et j'ai constaté souvent dans son allocution, souvent que ce sont des manquements de la CEDEAO. Et je crois que parfaitement que la CEDEAO, malgré que c'est une organisation qui malheureusement traverse donc des moments très difficiles, mais quand même a eu à réaliser donc des choses très, très positives. Parce qu'il y a de cela une semaine, j'ai lu un rapport de la Commission de l'Union africaine qui portait sur l'harmonisation des communautés économiques régionales. Et dans ce rapport, à la page 8, on nous dit qu'il y a 14 communautés économiques régionales qui existent en Afrique de l'Ouest, qui existent en Afrique. Et dans les 14 communautés économiques régionales qui existent en Afrique, il n'y a que les 8 qui sont reconnus par l'Union africaine. Et parmi les 8 qui sont reconnus par l'Union africaine, toujours c'est la Commission de l'Union africaine qui nous dit que la CEDEAO est considérée comme la communauté économique la plus parfaite, la plus aboutie et la plus achevée. Ouais. Mais quand même, il faut reconsidérer que moi, ce que je pense, la création de l'AES est un accident. 4 ans derrière, Tiani, Ibrahima Traoré et même, comment dirais-je, Assimi Goïta n'en avaient aucune ambition à créer l'AES ou bien la charte de l'Iptako Gourmand. D'autant plus que 50 ans derrière, coïncident avec le 28 mai 1975, les pères fondateurs de la CEDEAO n'en avaient aucune intention à créer une communauté politique. Lorsqu'ils créaient la CEDEAO, il avait comme unique objectif à créer une coopération économique. Mais malheureusement, ce sont les contextes avec la guerre Sierra Leone, par-ci il y a le Libéria, etc., qui ont dit avec les instabilités qu'il fallait créer une CEDEAO politique. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand on parle de la politique, vous savez, on va toucher des sensibilités. Ce sont des souverainetés qu'on va toucher. Les États, on ne touche pas les souverainetés. Raison pour laquelle à chaque fois que la Cour de justice de la CEDEAO prend une décision, l'État n'en applique pas. Et quels sont les moyens qui sont donnés à la CEDEAO pour empêcher l'État de l'œuvre? Il n'y a aucun moyen. Et je crois que concernant la question de financement, on nous dit que parfois, ce sont des étrangers, la France, comme l'Union européenne, qui financent. Ah oui, on peut accepter. Comme si, par exemple, ce que je pense que, comme on le dit chez nous, les Wolofs, aujourd'hui, ce sont les États qui doivent contribuer pour le financement de la CEDEAO. Okay. Mais malheureusement, les États ne sont pas au jour. Le dernier budget, on a vu que le budget a diminué. Et si malheureusement, les États ne cotisent pas et ils veulent avoir une communauté parfaite, c'est très impossible.
Donc tu donnes l'opportunité à l'institution d'aller chercher d'autres partenaires qui vont vous dicter également des conditions. Et là, je crois que le problème, ce n'est pas l'institution en tant que telle, mais ce sont les États qui constituent l'institution. Okay. Et là, je me pose une question. Est-ce que vous êtes toujours pessimiste à penser que c'est toujours la CEDEAO peut-être ne pourrait pas être donc à la hauteur? Et moi, ce que je crois, c'est que la CEDEAO n'est pas parfaite. Il y a des imperfections. Comme la dernière Assemblée générale des Nations Unies, l'ONU est critiquée partout. De même que nous, êtres humains, nous sommes critiqués de partout et nous ne sommes pas parfaits. Mais souvent, il y a des manquements, on doit améliorer. Mais n'est pas à disparaître donc la CEDEAO. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Je me nomme Amadou Djoulé Diallo. Je suis politiste de formation, par ailleurs secrétaire général du club CEDEAO ICAD. Alors, ma question est directement pour professeur Moussa Dembélé, que je salue beaucoup parce que dans le cadre de mes recherches, j'utilise beaucoup ses écrits, notamment l'ouvrage, une coproduction que vous avez fait et des articles également. Alors, je voudrais poser une question qui est en lien avec cette deal, n'est-ce pas, que vous avez eu à souligner, qui a été signé entre le président Ouattara et Macron. Alors, vous avez dit si la France arrive à réussir, ou bien si on arrive à faire écarter le Nigeria aujourd'hui, la CEDEAO aujourd'hui pourrait trouver dans une situation plus ou moins bancale. Moi, je voudrais poser une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on crée aujourd'hui l'UEMOA, qui s'occupe, n'est-ce pas, des questions économiques, aujourd'hui, si vous prenez tous les pays, n'est-ce pas, de la zone ouest africaine francophone, autant pour moi, parce que l'UEMOA concerne ces pays-là, aujourd'hui, tout leur niveau d'économie, le taux d'endettement, taux de développement sont mesurés à travers cette institution-là, mais pas la CEDEAO. Aujourd'hui, si on arrive à créer aujourd'hui l'ECO par la CEDEAO, quelle est l'institution qui va charger aujourd'hui de prendre les questions de développement, d'endettement? Je veux dire, on va mesurer le taux d'économie des pays par quelle institution? C'est l'UEMOA qui va continuer ou bien c'est la CEDEAO? Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Jali Badian. Moi, c'était plutôt une question et aussi une contribution. On parle de monnaie unique et souvent même quand on parle de monnaie en général, on parle de souveraineté. C'est des choses qui sont très liées dans nos pays, la perception que les gens ont, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, du CFA comme une monnaie coloniale et autres. Moi, à l'heure actuelle, tout à l'heure, je pense que c'est M. Moussa qui a dit que lui, il était très pessimiste par rapport à la CEDEAO. Ouais. Moi, je suis très pessimiste par rapport à cette histoire de monnaie. Pour la bonne et simple raison que on parle de l'AIS maintenant, je ne sais pas si on prend en compte cet aspect que la CEDEAO est passée de 15 à 12 États. Qu'est-ce que ces États-là vont faire après? Est-ce que ces États continuent de suivre les discussions autour de cette monnaie unique? Est-ce qu'ils vont se regrouper pour créer une nouvelle monnaie? Là, on parle des pays de l'AIS qui utilisent déjà le CFA, le Burkina, le Mali et le Niger. Et bientôt, entre guillemets, rejoints par nos amis du Togo. Mais cette fragmentation-là, elle nous montre comment elle n'est pas pour moi importante une question de monnaie. Chaque pays peut avoir sa monnaie et que sa monnaie soit forte. Maintenant, on a des pays en Afrique qui ont leur propre monnaie et qui ont une économie qui performe. On parle d'intégration économique. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers vraiment une souveraineté économique, avoir déjà la force dans les jambes pour pouvoir aller de l'avant, au lieu de... Depuis 2009, on parle de l'éco. Depuis 2009. J'étais en train de faire le review sur Internet. La première mise en service, on parlait de 2020. Après 2021. Après 2022. Après, on a il y a eu plein de choses. Est-ce que réellement, c'est pertinent de continuer à enfoncer le mur concernant cette monnaie-là, sous le prétexte d'une souveraineté, entre guillemets, et d'une intégration économique qui réellement, est-ce qu'elle n'existe pas déjà? Est-ce qu'il ne faudrait pas cultiver encore une chose beaucoup plus étendue
en dehors même des pays qui utilisent le CFA, qu'on parle de la CEDEAO en tant que telle, et qu'on arrête d'enfoncer cette porte de la monnaie commune ou unique qui n'avance pas et se concentrer sur les vrais défis à relever, c'est-à-dire être vraiment souverain économiquement. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Babou Diallo. Je suis étudiant en gestion de projet. Bon, ma question est la suite. Quels seront les inconvénients pour les pays africains, non, pour les pays membres de la CEDEAO à adopter la monnaie unique? Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est Mohamed Kamara, club CEDEAO de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Par ailleurs, je suis promoteur culturel et professionnel du tourisme. Donc en ce sens, je pense que je vais essayer d'amener ma question en ce sens, parce que quand on parle de la zone de libre-échange, donc on parle de la circulation des biens et des personnes. Et la circulation des personnes est une chose importante dans le processus que suit le tourisme dans la zone de la sous-région. Et en ce sens, donc, ma question est la suivante. Comment faciliter la réalisation de la zone de libre-échange continentale en tenant compte des difficultés liées aux frontières? Parce qu'on sait qu'au niveau des frontières africaines, il y a énormément de difficultés. Et cela peut contraindre un peu le développement de cette activité. Je vous remercie. Je vais commencer par ce que tu viens de dire. Dembélé ne m'en voudra pas. Toute notre vie, ces 55, 57 ans, tournent autour de l'émancipation de notre continent. Toute notre vie. L'émancipation dans l'unité, l'émancipation de chaque pays. Mais souhaiter quand même qu'on soit émancipé de toutes les tutelles, cela ne veut pas dire ne pas avoir des réserves. Lorsque l'idée la plus partagée sur le continent africain, l'idée la plus partagée, moi je travaille depuis des décennies avec l'Union africaine, la Commission. J'ai été dans plusieurs groupes de travail, le groupe qui fait face aux BRICS et d'autres types de groupes sur le programme économique et social de l'Union africaine que j'ai conduit avec nos équipes, ce programme de l'Union africaine. Je suis aussi, j'ai travaillé, ça fait maintenant près de 22 ans avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Banque mondiale, les autres groupes sur laquelle. Mais l'idée la plus partagée sur le continent, c'est que le mal de l'Afrique, c'est son leadership. Mais ça, on ne peut pas nous empêcher d'avoir des réserves. Nous avons un leadership qui n'a pas de méthode, qui n'hésite même pas, c'est-à-dire qui a fait ses options. Les leaderships qui bloquent les avancées du continent ont fait un choix, c'est-à-dire qu'ils sont dans d'autres rationalités. Ouattara l'a dit, dites ce que vous voulez. Nous, ce qu'il y a dans notre tête, c'est ne pas décrocher de la France. On en tire les conséquences. Quand même, il faut se dire des choses. Ils osent, on ne veut pas que nous osions. Vous voyez dans ma présentation, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Et je sais que nous allons y arriver. Mais là, comment les choses marchent, je suis comme Dembélé. On dort le lundi, on veille le mardi et le mercredi. C'est un peu calme le jeudi, on dort un peu. Mais c'est ça la marche aussi du monde. C'est ça la marche du monde, c'est ça la réalité. Quelqu'un a dit sur Samb, là, ça c'est un débat, c'est une querelle d'école. Quelqu'un l'a posé. Qu'est-ce qui doit précéder? L'intégration économique ou l'intégration politique? C'est une querelle d'école. Mais si on revient sur ce que les ancêtres, lorsque l'homme a commencé à penser son organisation, penser sa sécurité, c'est à ce moment-là que la phrase est née. La sécurité précède le développement. Charles ne l'a pas inventé. Il l'a simplement repris. Les Aristote et tout, tous l'ont dit. Et c'est d'une évidence. L'homme est là, il est seul. Un autre apparaît en Éthiopie, un autre apparaît... Mais le problème, c'est de sécuriser le chemin entre lui et la rivière où il prend le poisson.
de sécuriser sa cueillette quand il cueille. Ça, c'est une donnée objective. Et l'importance de l'économie fait que sa détermination est extrêmement forte. Je ne dirais pas comme les autres plus forte pour éviter de verser dans l'économisme, mais notre vie est rythmée par l'économie. Toute notre préoccupation lorsque l'individu est sur Terre, produire, répartir, consommer. C'est le rythme jusqu'à la fin du temps. Produire, qu'est-ce que je mange, même si je suis seul? Est-ce qu'en allant chercher le poisson, on va pas me liquider? C'est pour ça que c'est des idées qu'on peut retenir. C'est des querelles d'école, je vous dis. J'ai terminé la dernière partie de ma thèse en économie en disant que, quoi qu'il en soit, peu importe si c'est l'intégration économique, politique ou culturelle qui précède, l'essentiel c'est de déconnecter des logiques qui fabriquent nos relations avec le reste du monde. Ça, c'est un problème de fond. Et là, objectivement, on voit que l'intégration économique a marché et les peuples ne nous ont pas attendus. Et ça, Bathily l'a dit, ça date même de plus de 6000 ans que les gens sont mobiles dans la sous-région. Il y a des empires qui se sont désintégrés. À l'époque, avant l'an 1500, il y avait 3 pôles de développement sur la planète. Le pôle le plus puissant, c'était la Chine. Le deuxième, c'était l'Afrique. Le troisième, c'est les pays occidentaux, les pays européens. Notre problème, c'est de réfléchir comment et analyser profondément pourquoi et comment notre trajectoire a changé, a dévié lorsque nous avons rencontré les pays occidentaux. Moi, c'est l'objet de mes enseignements. C'est un problème de fond. Il faut qu'en tant qu'Africains, nous y répondions. Vous êtes au même niveau. Le rapport entre le plus puissant et le moins puissant ne fait pas 2, c'était 1,8 en l'an 1500. Et aujourd'hui, le rapport en termes de puissance économique, ce qu'on peut appeler le développement économique et social de l'Afrique et des puissances qui gouvernent le monde, il est de 32. C'est-à-dire, depuis l'an 1500, l'Afrique a reculé 32 fois. Mais c'est ça qui nous interpelle. À ce moment-là, quand vous avez un leadership qui donne l'impression de faire ce que Valentin Moudembe disait, l'odeur du père. Notre leadership aime tellement le père qu'il veut continuer à s'accrocher à ses seins. Mais c'est ça le débat. C'est à vous, nous nous sommes battus. Nous marchons mal parce que nous avons reçu des coups de lif de la police toute notre vie. Nos yeux vont mal parce que nous travaillons jour et nuit pour décortiquer tout ce qui était écrit sur nous. Mais nous avons mené notre combat. Il y a 40 ans dans ce pays, ces régimes-là, nous les avons affrontés. Est-ce que vous savez qu'ici au Sénégal, il y a 40 ans, il faut que les jeunes le sachent, vous ne pouviez pas mettre une tenue africaine au Parlement sénégalais. Vous ne pouviez pas y parler une langue. Mais c'est notre combat. C'est nous qui avons mené cette bataille. Je crois que c'est ça. Il reste maintenant, tenant compte de toutes ces informations, que la jeunesse actuelle fasse preuve d'historicité, ou en tout cas de conscience historique. Qu'elle sache que aucune génération dans l'histoire humaine n'a changé un pays ou un territoire. Chacun vient, pose sa brique et s'en va. Et on monte avec les briques. C'est ça la réalité. Mais ce qui est sûr et constant, ce n'est pas un reproche qu'on fait seulement au gouvernement d'aujourd'hui. Depuis l'an 1500, l'Afrique est la seule région du monde déterminée par l'extérieur sur tous les segments qui montent au développement économique et social, sans interruption. 1500, vous déviez votre trajectoire, les grands empires sont morts, et tout de suite, il y a le commerce triangulaire. Vous sortez du commerce triangulaire, qui était une stratégie de pillage, vous dites ouf, on va souffler la colonisation, c'est-à-dire l'administration directe de vos territoires par une entité intérieure arrive. Vous sortez de la colonisation, vous dites ouf, Senghor va crier, nous allons pouvoir lancer notre industrialisation. Il crée une zone franche, les Américains et les Occidentaux nous tombent sur la tête, l'endettement forcé. Il y a trop d'argent sur la planète, cet argent, il n'y a que vous qui pouvez le prendre. L'endettement forcé, on en sort, c'est l'ajustement structurel.
L'ajustement structurel était un levier pour ouvrir nos territoires à la Banque mondiale et au Fonds monétaire, avec les politiques libérales, le décloisonnement, la désintermédiation, la déréglementation, et après c'est le consensus de Washington. Et aujourd'hui encore, la feuille de route qui dirige tous nos pays, quel que fût le candidat, quel que sera le candidat de demain, si on ne se bat pas, la feuille de route qui prime, ce n'est pas le programme politique du candidat élu. C'est les 3 pages du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. On va passer notre temps à leur faire des reproches. Mais déshabillez-vous et qu'on se batte. Mais il n'y aura plus de barricades. C'est fini. Ces formes de révolution, c'est fini. C'est par le travail, la production de savoir et de connaissances, la capacité de nommer réellement ce que sont les économies. Nous sommes tous intellectuels, élites, société civile, à chaque élection, à encourager notre population à élire le candidat pro-occidental, parce qu'ils sont tous pro-occidentaux. Mais quand c'est fini, et on revient dans les critiques, mais c'est une trahison des élites. Vous savez en amont que ces élites que vous allez faire élire vont encore trahir comme les élites. Parce que quand ça va marcher, on le sent. Mais donc, nous sommes optimistes pour l'avenir du continent. C'est un continent quand même qu'on a tout fait. Il y a même des tentatives de momifier le continent, qu'il n'y ait plus de culture et de civilisation. Aucun peuple n'a jamais subi ça. L'Afrique résiste et l'Afrique est encore là. Pour moi, c'est des raisons d'être optimiste. Qu'on s'en sortira, mais à condition d'être organisé. Ça tombera pas du ciel. Il faut qu'on se batte. Gorgui, je te salue. Et je voudrais dire qu'il n'y a jamais eu de projet de sortie du franc CFA. Il n'y a jamais eu ce projet. Il y a eu des tentatives, on les a liquidées. Tu as parfaitement bien dit. Mais le problème de l'écho, c'est très complexe. C'est très complexe. C'est-à-dire, il y a une colère. Quand on analyse les choses objectivement, on verra qu'il y a plus une part de colère que d'autres choses. Pour moi, là, bien sûr, un siège des Nations Unies, c'est important. Qu'un pays vote pour vous, c'est important. Mais là, je l'ai dit, je l'ai écrit depuis l'ajustement structurel. La France est sortie de nos affaires depuis 1982. Les rênes du pays sont tenues par le Fonds monétaire et la banque. La France n'a plus de projet sur notre territoire que de nous neutraliser pour que ces entreprises puissent y opérer. C'est le marché qui l'intéresse. Jusqu'en 1982, la part dans la zone de la France et de ses alliés dans les investissements lourds, celles qui génèrent le plus de revenus, celles qui sont les plus rentables, était de 87%. Et en 2020, cette part était de 12%. La part de la Chine de 35%. Il y a l'Inde et la Turquie. Sortons justement de cette colère contre la France et devenus des hommes raisonnables qui décident eux-mêmes de leur futur, sans émotion. Je crois que c'est ça la voie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est choquant qu'on continue la même chose, tout se répète. Surtout comme nous, je n'aime pas le mot expert. Mais tout le temps, vous passez 50 ans de votre vie à faire des choses qu'on réécrit, où le gouvernement qui vient n'en veut pas. Et parfois même le plus grave pour nous autres, ceux qui veulent vraiment d'une Afrique libérée. Mais très souvent, pointer les invitations de Demba dans des activités gouvernementales ou de la mienne, même si j'ai été conseiller technique avec rang de ministre, nous sommes quasiment invisibles. Et notre invisibilité relative est organisée par nos propres amis qui se disaient révolutionnaires et qui étaient dans notre camp et qui ont rejoint l'autre camp. C'est ça la marche de l'histoire. Il n'y a pas besoin de colère. Le train marche. Ceux qui peuvent continuer, ceux qui à devenir des Mohicans, mais ceux qui ne peuvent pas s'arrêtent et descendent. La lutte va se poursuivre. Nous allons libérer ce continent. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Mais restons vigilants. Restons vigilants. Techniquement, il faut, pour un pays impréparé totalement, il faut 8 à 10 ans pour décider d'une monnaie, avoir sa monnaie, battre à monnaie et distribuer la monnaie. Si elle ne sort pas, ce n'est pas seulement de la manque de volonté des pays de la zone franc.
Moi, je sais qu'il y en a qui veulent, parce que je vous renvoie à un article, je donnerai le lien, que j'ai écrit en France il y a quelques années, dans le magazine économique quand même le plus réputé en France, Alternative économique, qui est un magazine progressiste. Mais j'ai listé toutes les déclarations des présidents africains. Si on parle du franc CFA, mais c'est déjà quelques années après l'indépendance, à partir de 1963, tous les chefs d'État, quand ils ont découvert l'État réel, ils étaient furieux. Ils ont vu qu'ils n'avaient pas d'emprise sur la monnaie. Mais ils ont demandé une étude, ils ont lancé, demandé qu'un expert vienne réfléchir sur la question monétaire. Et c'est Samir Amin qui a été choisi. Il a fait des formulations alternatives très claires parce qu'il y avait déjà les déclarations. Senghor en 1974, dans Jeune Afrique, parlant du franc CFA, il dit, et de nos relations avec la France et les partenaires, il dit, si nous vous disons aujourd'hui que nous allons vers le développement avec la monnaie et tout le reste, c'est que nous mentons à notre peuple parce que nous ne sommes pas libres. Jeune Afrique 1960, c'est dans mon article, je vais vous envoyer l'article. Et Adema a dit presque pareil. Abdou Diouf a dit que c'est une catastrophe. Ils sont liés. Quand on a conscience qu'on a lié, la meilleure solution, Gorgui, c'est de faire de son peuple son bouclier. Mais les chefs d'État que nous avons ne veulent pas d'un peuple comme bouclier. Parce que pour que le peuple puisse être votre bouclier, il faut que vous ayez confiance en lui, à la science, à la culture également. Et notre leadership ne veut pas de peuple éveillé. Celui qui sait, comme dit l'adage, devient dangereux pour les souverains qui ne veulent pas partir. C'est ça la réalité de notre continent. Je passerai à Demba, mais je vais... la monnaie numérique, ils y travaillent tous. La monnaie numérique, il n'y a pas moyen de faire autrement. La monnaie fiduciaire, telle que nous la connaissons là, elle va disparaître. Mais si on y prend garde, ça va être catastrophique. Comme nos processus d'industrialisation et les faiblesses de la ZLECA, la zone de libre-échange. Mais comment voulez-vous aller dans des conditions où la valeur ajoutée manufacturière, c'est-à-dire la capacité des pays africains à mettre sur les marchés africains et à l'extérieur pour avoir des devises, des produits manufacturés, donc la VAM, la valeur ajoutée manufacturière, depuis 1980, elle est de 3%. C'est-à-dire votre capacité à transformer les ressources qui vous entourent en produits manufacturés. Mais ne l'ayant pas fait, c'est ça que nous avons tout, que nous importons toutes les machines. Et je l'ai dit ce matin, nous importons pour 92% tous les équipements que nous utilisons. Bien sûr, je vous rassure, le Sénégal a fait un bond depuis quand même 2010. Nous sommes partis de 6% de valeur ajoutée manufacturière, aujourd'hui à 16%. C'est-à-dire que l'économie se ressaisit. Il y a une industrialisation que nous avons perdue, il y a de la transformation. Mais pour la ZLECA, ça va être chaotique. 80% de la production manufacturière est entre les mains des Occidentaux. Vous faites sans une cohésion politique forte, sans une intégration économique réelle, c'est-à-dire un partage des missions et des tâches, comme Cheikh Anta l'a fait dans les fondements. Tel pays est plus apte pour faire ça, il le fait, l'autre fait pour, etc. Mais si vous ne le faites pas, mais on va contourner tout ce que nous allons faire pour que les pays occidentaux continuent à profiter de la production manufacturière. C'est pour ça que tout en ne cherchant pas à mettre un terme ou enrayer la roue de ceux qui gouvernent le continent, nous annonçons des alertes, des mises en garde. Je crois que c'est ça. Évidemment, nous n'irons pas à faire comme ce que certains proposent. Là aussi, c'est sous le coup de la colère. Certains essayent d'enrober ça de démarches scientifiques, ça n'allait pas. Si vous dites quittons le franc CFA demain, il faut me dire demain, à 9h, qu'est-ce que je vais faire? Ça aussi, c'est de la responsabilité. Le problème, ce n'est pas de quitter. Mais qu'est-ce que je fais immédiatement? Bon, maintenant, l'autre drame, j'en ai parlé ce matin, et essayons d'avoir des monnaies nationales dans les conditions des économies qui n'ont pas solides, tel qu'on l'a dit. Mais pour pouvoir avoir, disons, une compétitivité meilleure sur son marché et sur le reste du monde, meilleure que ses concurrents, mais il faut être une économie solide. Vous n'avez pas les reins solides.
Même le bazin, notre habillement. C'est des milliards de bazins que nous importons de l'extérieur. Et un sou mis à l'extérieur, c'est un emploi créé à l'extérieur ou une usine créée à l'extérieur au détriment du continent. Je crois que ces informations, il faut qu'on les partage. Que nous sachions réellement à quel point nous sommes faibles. Cette faiblesse n'est pas naturelle, c'est un processus institué depuis le commerce captif. Le commerce captif, c'est une organisation. Dès qu'il y a eu la colonisation comme administration directe, c'est un processus organisationnel qui fait que la production à forte valeur ajoutée reste entre les mains de ceux qui dominent le territoire. La malnutrition, les faibles capacités de mobilisation des ressources pour le développement, la faible pénétration scientifique et technologique restent aux pays africains. Mais c'est ce mécanisme qu'il faut délier. Il est toujours là, malheureusement. Même les enquêtés dans la rue, les gens vous disent « Ah, ça c'est sénégalais, je préfère celui qui est fait en Hollande ou en France. » C'est de l'aliénation culturelle en plus qui accompagne tous les projets. Je vais laisser Demba répondre, je reviendrai pour ne pas parler d'un trait sur la souveraineté, l'AES et le reste. Pas, ces gens-là aussi discutent avec nous. Ils discutent, c'est pas facile, ils le savent. Ils savent que c'est extrêmement difficile, mais chez eux aussi, il y a beaucoup de colère qui ont fait que ces pays sont partis. Je crois que Demba pourra en parler. Nous avons été au Mali, nous avons discuté avec des gens concernés directement. Nous y reviendrons. Voilà un peu quelques annonces. Mais Gorgui, je n'ai pas repoussé, c'est l'inconscience politique. Ils ne sont pas consistants, ils hésitent toujours. La peur d'affronter l'inconnu. Et si tu vois, moi j'ai été le premier à écrire en 2005, parce que j'avais écrit en 1994 un article au cours de la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique. Tous les ans, ça se présente sur le continent. Les Africains ne le savent même pas. Nous l'avions organisé à l'hôtel Novotel, Association des chercheurs sénégalais. Je révélais déjà que nous sommes entrés dans une tendance où c'est le marché qui petit à petit finance le développement. Ce n'est plus les pays partenaires ou les amis. En 2005, j'ai fait un article interpellant le Ghana et le Sénégal. Non, j'ai interpellé les pays africains. Le Ghana et le Sénégal ont été les premiers à s'engouffrer sur ce marché. Ce marché, il est là. Au Sénégal, nous avons besoin de clarification. Vous ne pouvez pas emprunter tous les 2 jours sans nous dire ce que vous en faites. Mais déjà, c'est un élément positif que d'emprunter dans sa propre monnaie. Tous les problèmes que vous avez avec les dévaluations, vous ne les avez pas quand vous empruntez. Vous avez tant, vous savez que c'est ça que vous allez payer. Vous n'allez pas emprunter sur le dollar ou l'euro et qu'un an après, on vous dit l'inflation, ceci, cela, et votre dette a pris 2,5 points. Je crois que excusez-moi d'avoir été long pour cette première partie. Merci beaucoup. Merci, Chérif. Merci. Alors moi, je veux lever quand même un doute par rapport à la CEDEAO. Vous voyez, changer ou périr, c'est le thème choisi par Alioune et son équipe. Quand on dit changer ou périr, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que la CEDEAO est en crise. Mais ça ne veut pas dire qu'on est contre la CEDEAO. Attention. Critiquer la CEDEAO, critiquer le leadership de la CEDEAO et dire que nous sommes en crise ne veut pas dire qu'on est contre la CEDEAO. Ah non. Je pense que pour les gens qui se réclament de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Cheikh Anta Diop, on ne peut pas être contre tout effort visant à unifier les Africains pour leur permettre de surmonter leur handicap et d'aller de l'avant. J'ai écrit plein de choses sur la CEDEAO. D'ailleurs, il y a un mois, exactement, on a fait un débat au samedi de l'économie sur la CEDEAO. Chérif était là. Il y a d'autres amis de Guinée-Bissau, Mali, qui ont pris la parole par Zoom. Donc, c'est pour dire que cette crise de la CEDEAO nous interpelle toutes et
tous. Et ce que nous voulons, c'est qu'on trouve une solution pour arriver à ce que quelqu'un disait ce matin, à la CEDEAO des peuples. Parce que c'est celle-là qu'il nous faut. Alors, la monnaie, c'est un problème fondamentalement politique. Et quelqu'un l'a souligné ici. Et c'est pourquoi quand on parle de souveraineté, c'est parce qu'on est dans la politique. Et quand on se bat pour la souveraineté monétaire, c'est parce que pour nous, la monnaie n'est pas un problème technique, comme certains néolibéraux le pensent. Oui, c'est trop compliqué, il y a des taux de change, il y a des taux d'intérêt, il faut... Ça, c'est la gestion quotidienne de la monnaie. Mais comme instrument, la monnaie est un instrument fondamentalement politique. C'est ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas de divergence sur ce point-là. Alors, la CEDEAO, une des formes d'intégration les plus abouties en Afrique. C'est vrai, c'est la plus vieille. Et c'est celle qui a fait, je crois, le plus de pas dans l'intégration des peuples. Nous avons notre passeport CEDEAO qui nous permet de voyager entre les 15 pays, même si les autres sont toujours, ces passeports sont toujours valables. Et peut-être c'est l'une de ces régions où cela est possible. Vous allez en Afrique centrale, les gens qui veulent aller au Cameroun ont besoin de visa, alors que c'est la CEMAC. Et d'ailleurs, vous savez que le Rwanda, je crois que c'est la CEA ou la CEMAC, le Rwanda aussi. Voilà, ou les deux Congos. Voilà, voilà. Les deux Congos. Il y a juste un fleuve entre eux. Alors que nous, 15 pays, on n'a pas besoin de ça. Parfois même avec votre propre carte d'identité, vous pouvez voyager. Moi, j'ai voyagé avec ma carte d'identité pour aller en Côte d'Ivoire. Sans problème. Les Ivoiriens peuvent faire la même chose. Donc, sur ce plan-là, vraiment, on a fait des pas importants. On est d'accord. Mais la crise est là. Il faut la surmonter pour aller de l'avant. Voilà. Et les autres régions ont beaucoup à apprendre de la CEDEAO, c'est vrai. Et c'est pourquoi ceux qui ont des problèmes dans leur région, bien sûr, applaudissent à chaque fois qu'ils voient quelqu'un de la CEDEAO dire « Ah, parce que les pas qu'on a accomplis, malheureusement, eux, ils n'ont pas pu les accomplir pour des raisons politiques, etc. » Même si nous avons quelques problèmes, quand même, je crois qu'il faut applaudir les accomplissements, les réalisations qui ont été faites. En ce qui concerne CEDEAO, UMOA, parce que, vous savez, normalement, l'UMOA aurait dû se dissoudre dans la CEDEAO. C'est ce que l'Union africaine avait préconisé. Mais à cause de cette monnaie, le franc CFA, malheureusement, les gens gardent toujours cette monnaie. Et ils préfèrent, c'est-à-dire les 8 pays qui utilisent le franc CFA, toujours avoir cette relation avec la France plutôt que de prendre leur émancipation. Maintenant, une fois qu'on saute le pas, quelqu'un disait, mais quel sera l'impact? C'est vrai que ce n'est pas facile de changer de monnaie d'un jour à l'autre. Il y a un certain nombre de préalables. Parce que si vous dépendez trop sur le plan extérieur, vous dépendez des importations alimentaires, par exemple, sans compter sur le plan sanitaire, pharmaceutique, sur le plan des équipements dont vous avez besoin pour vos entreprises. Si vous dépendez trop,
il est évident que ça va être difficile du jour au lendemain de changer de monnaie et d'être indépendant. Et c'est pourquoi le camarade de tout à l'heure, I hope it was you, who spoke about the need to use African currencies in their trade. Quelqu'un qui parlait en anglais là. Is it you? Yeah. You know, one of the reasons why they can't do it, it's because it depends on external trade. And even to pay back their debt, they need hard currencies. They need dollars. They need euros. Or even yen, Japanese, or even Chinese money. That's why they can't do it. But it would have been easier for them to trade using their own currency, like CEDI or CFA, between CFA and CEDI, or Naira and CEDI. It would have been easier. But unfortunately, because of this external dependence, we can't do it. No, that's one of the reasons. Okay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ce que Chérif a dit? Pour la ZLECAf, il y a un débat normalement de l'autre côté sur la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Alors moi, je me pose la question par rapport à la ZLECAf. Si nous avons des problèmes au niveau de chaque région pour faire progresser l'intégration, comment peut-on la faire progresser au niveau continental? Parce qu'il y a tellement d'obstacles. En dehors des obstacles logistiques, je crois que c'est le professeur Bakili ou je ne sais, qui disait qu'il faut presque une journée pour aller d'ici, je ne sais pas où, en Afrique. Alors, il y a ces problèmes, mais également il y a les problèmes de visa. Mais ça ne peut pas faciliter l'intégration. Si au niveau de votre sous-région, il y a un problème pour faire progresser votre intégration, alors au niveau continental, ça va être beaucoup plus difficile. Mais, bon, l'Union africaine en a décidé ainsi. On va voir ce que ça va donner. Ce que nous souhaitons, évidemment, c'est que toute l'Afrique parle d'une seule voix par rapport aux défis énormes qui se posent au monde aujourd'hui, les guerres, le terrorisme. L'Afrique a besoin de parler d'une seule voix. L'Afrique a besoin de son unité. Mais pour cela, nous avons besoin d'un leadership éclairé, qui respecte les peuples, qui s'appuie sur l'expertise africaine. Et je crois que si nous avons ça, l'Afrique peut faire des pas de géant. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit ici. Je demande votre indulgence. Je complète sur quelques points. Bon, sur certaines questions, vous ne me direz pas que j'ai été conseiller de cabinet présidentiel, c'est parce que ça se passait là-bas. Pas du tout. Pas du tout. Mais je sais ce qui se passe sur le continent. Je réponds déjà sur la dette. Quel est le problème disons, de cette façon de vouloir toujours coller à la France pour les chefs d'État de la zone? Parce que ce que je dis, c'est arrivé encore il y a 2 semaines. Ça, c'est une réalité, hein, vous le savez. Quand vous êtes dans certaines discussions, dans certaines délégations, et vous finissez par savoir ce que ça se fait. Je ne dis pas que le Sénégal l'a fait, mais c'est comme ça la méthode aussi de la France et d'autres partenaires. Imaginez, vous avez quand même 200 milliards de dettes. Vous avez un chef d'État occidental. Il vous dit, moi, je peux passer entre les mailles du filet. Vraiment, j'ai besoin d'un soutien d'1 milliard. Si vous le faites, moi, je contrôle mon Parlement. Ce que je dis est très grave. Attention, c'est très grave. Moi, je vous soulage de 50 milliards de dettes.
Ça aussi, c'est des armes utilisées contre nos chefs d'État. Le chef d'État, il dit c'est pas possible. Et il le peut. Il lui suffit de demander à ses députés d'effacer 50 milliards de dettes. La dette est immédiatement dépassée. Mais et vous lui filez. Et comment vous lui filez l'argent? Il y a les comptes spéciaux. C'est pour ça que notre bataille aussi, ça doit être les comptes spéciaux. Ce n'est pas des fonds politiques, ce n'est pas leur appellation, ce n'est pas leur nom. Et je ne suis pas contre les fonds politiques. Les fonds politiques, c'est né sous Napoléon pour des raisons précises. Tous, vous avez quelque chose qui ressemble aux fonds politiques. Si vous avez un imam, vous lui donnez de temps en temps quelque chose. Si vous avez un chef de quartier, vous lui donnez de temps en temps quelque chose. Parce que les gens dans la cité qui ont les plus grandes difficultés, le soir, quand ils se dérobent, c'est chez l'imam ou chez le chef de quartier qu'ils vont. Si l'imam n'a rien, il est perdu. À la prochaine élection, on l'enlève. Non, des fonds politiques, ça ne se supprime pas. Ça se rationalise et ça s'organise. Étant également enseignant en intelligence économique et veille, l'État a par moment des besoins particuliers. Quelque chose de spécifique vient de se passer. Mais le président de la République a besoin d'intervenir immédiatement sans passer par le processus budgétaire. Des missiles sont en train de tomber dans une région. Quelque part, une partie de la population est kidnappée. Mais il faut une réaction immédiate. C'est pour ça que j'ai suggéré une politique de gestion des fonds politiques. Senghor ne l'a jamais écrit. On m'avait dit qu'il l'avait écrit. Mais il procéder comme ça, parce que j'ai demandé à mes aînés qui me disaient oui, juriste, oui, Senghor avait écrit, il n'a jamais rien écrit, il était méthodique. On reprend ce qu'il faisait. Il dit par exemple, je donne un exemple, les fonds politiques sont de 4 milliards. 4 milliards, c'est les enfants les plus brillants de familles démunies, pour qui, si on ne fait rien, c'est perdu. Ce fonds, c'est pour eux. On dit 1 milliard, c'est pour les soins de types d'enfants comme ça. Mais il n'a qu'à prendre 1,5 milliard pour sa discrétion. Un État, ça se défend aussi. Hein? Ici, comme en Europe, l'État, il tue, il viole, il massacre, il assassine, quand il le faut, pour la défense de la nation. Et aucune puissance occidentale, aucune juridiction internationale ne peut condamner un État qui se situe à un moment donné dans une position de devoir défendre la nation. C'est pour ça que les batailles politiques aussi, c'est important. Elles doivent rester des batailles politiques. Je n'arrête pas de le dire dans mes enseignements. Dès lors que vous quittez le terrain politique, vous attaquez l'État ou la République, vous serez perdant sur tous les tribunaux mondiaux. Ça, je crois que c'est important de le savoir. Donc ça, c'est sur la dette. Le piège de la réduction de la dette comme lieu de corruption. Les banques centrales, ça c'est un souci permanent chez moi. Avec quand même une vingtaine d'années. J'ai été le rapporteur général de la Commission de l'Union africaine sur la création des nouvelles institutions financières de l'UA. C'est-à-dire le Fonds monétaire africain, la Banque d'investissement africain, et l'autre, la Banque d'investissement, le Fonds monétaire, voilà, c'est pas la compagnie d'assurance, voilà. Chaque fois que nous avons des problèmes sur ces questions pour l'unité continentale, nos plus grands adversaires, ce sont les agents de nos propres banques centrales. Ça, je l'ai vécu au jour le jour. Mais ça veut dire qu'ils sont au service des nouveaux maîtres. C'est tout. Ça aussi, c'est des difficultés. Mais je vous le dis, tant que l'État refusera de s'adosser à son peuple émancipé ou à ses élites émancipées, il ne s'en sortira pas. C'est de la réalité. L'autre point, c'est la situation avec les pays anglophones. Si vous prenez les grands agrégats économiques, il y en a 19. D'ailleurs, c'est les 19 que Davos travaille tous les ans. Mais sur les 11, les pays francophones battent les pays anglophones. Ça ne veut rien dire. Je ne parle pas du Ghana, je parle des autres. Le Ghana est avec nous. Ça aussi, il y a un bluff où on essaye de nous complexer vis-à-vis de la Corée. Ces pays sont avancés, les dragons sont avancés. Mais personne ne vous dit, là aussi, j'ai écrit déjà dans les années 90 sur la question. Comment l'apparition de la Seconde Guerre mondiale, l'éloignement des États-Unis
ont apporté deux choses. Le transfert de technologie et d'usines dans le Pacifique et dans ces pays, et la naissance du conteneur, plus l'aide publique au développement. Pendant 50 ans, les pays avec lesquels nous comparons, en disant que nous sommes paresseux, simplement pour nous fragiliser, ils ont reçu pendant 40 ans 110 $ par tête d'aide publique au développement, et sur la même période, nos pays n'ont reçu que 10 $ par tête. Les États-Unis, pour pouvoir intervenir dans la Seconde Guerre mondiale, ont créé le conteneur pour déplacer du matériel, c'était au Pacifique. Là aussi, comme ils visent la Chine, ils vont voir ce qui va arriver. Ils vont créer peut-être de nouveaux conteneurs, je ne sais pas, avec des dinosaures, je ne sais pas. Donc, ils ont aussi obligé, sous peine de dissoudre les entreprises, certaines entreprises à s'installer en Corée et en Malaisie et autres. C'est ça qui a permis aussi la diffusion scientifique et technologique. Nous ne sommes pas des paresseux. Les Africains sont des travailleurs. Mais nous n'avons jamais eu, en tout cas jusqu'ici, les leaderships qu'il nous faut. Et puis il y a une discrimination en notre défaveur au plan international. Nul n'a confiance à l'Africain parce que très souvent nous n'avons pas confiance entre nous. Prenez les écrits des Africains. Quels sont les Africains qui citent des Africains? Et nous écrivons tous les jours. Des vidéos pullulent. Des fois, je vois que c'est mon ancien étudiant qui est maintenant directeur au Fonds monétaire qui a fait une petite vidéo sur la dette. Tout le monde le sait ici, mais c'est sa vidéo qu'on va mettre tout le temps. C'est-à-dire, la domination de l'Afrique a été faite méthodiquement. Moi, j'interviens à Paris à l'Institut des langues orientales. Je n'y vais plus, je n'y enseigne plus, mais tous les ans, les portes ouvertes, on m'invite. L'Institut des langues orientales, c'est là-bas où on a formé tous les administrateurs des colonies. L'Institut a aujourd'hui 280 ans. Le meilleur enseignant de Wolof au monde, il est là-bas et c'est un Russe, franco-russe. Dans les langues zo, il y avait une revue. Quand j'étais jeune étudiant, nous, on volait ce genre de revue. La France publiait pendant la colonisation, jusqu'à la fin de la colonisation, une revue qui s'appelait « La conquête des esprits ». Le fait colonial aussi, c'est un travail de conquête, de déculturation de notre temps. Et cette déculturation a été aggravée par les programmes d'ajustement structurel. Nous, on pensait panafricanisme, on pensait servir notre pays, on pensait résister, devenir des nations prospères. Mais depuis qu'il y a la mondialisation de l'éducation, les diplômes internationaux priment sur les diplômes nationaux. Alors que même l'idée de diplôme international est une mystification. Un diplôme, ça sert à régler des problèmes dans l'environnement où le diplôme doit circuler. Voilà autant de problèmes. L'ajustement structurel, je disais, est venu avec pour mission officielle d'aider nos pays à se redresser le cadre macroéconomique. Mais on a su tout de suite que l'ajustement structurel, c'était un levier pour ouvrir la porte à la banque et au fonds et dépolitiser la société. Mais tous nos jeunes d'aujourd'hui, ils ne veulent devenir que de jeunes cadres. L'expression est là. Tous veulent devenir des jeunes cadres. On se maquille dans les établissements là, avec des tenues à l'américaine, etc. et tout. C'est ridicule, le piège dans lequel nous sommes. Il faut que nous changions, il faut que nous changions. Et c'est heureux qu'on ait des espaces comme ça pour échanger et discuter de ces questions. AECDAO, moi j'ai dit, hein, donc Demba se souvient, tant que des groupes naissent, existent, le SILS c'est 4 pays, mais le SILS, comme les gens de l'AES, n'ont jamais remis en cause notre désir d'unité. Ça me suffit pour garder un espoir. Parce que je sais que ça ne marche pas. Je sais que ça ne marche pas. Parce qu'ils ne nous donnent pas des signaux pour que ça marche. Si ça devait marcher, on l'aurait su tout de suite parce qu'ils auraient quitté. On ne peut pas détester la France dans la CEDEAO et l'aimer dans l'UEMOA. C'est quand? Mais ils sont responsables. C'est ce que je disais par rapport à la monnaie, pour répondre un peu à comment dirais-je, Samb. Et ça, on ne se lève pas comme ça. Ils sont prudents. Ils y vont doucement, mais le projet de création de leur monnaie est une réalité incontestable. Et je termine enfin sur les sorties d'argent, ce qu'on disait. L'organisation du pillage.
C'est-à-dire le commerce triangulaire est organisé dès le départ pour le pillage du continent. Même j'ai fait ce travail en 2000. J'ai montré des résultats confirmés par l'OCDE. Pour 1 euro qui entre dans la zone franc, dans le pays, c'est 9 qui sortent. Je m'en arrête là. Merci beaucoup. Voilà, on aurait pu même le laisser continuer, hein, parce que tellement on s'abreuve à bonne source, mais les contraintes du temps font qu'on doit arrêter. Il paraît que les autres panels ont déjà terminé. Mais c'est parce que aussi notre panel était très intéressant, les gars. Hein? C'est très intéressant. Mais je pense que nos deux conférenciers, vraiment, se sont complétés. Ils ont abordé vraiment la question sous un angle vraiment d'analyse très rationalisé. Et puis, ils sont passés de l'historique justement de la question jusqu'aux perspectives qui peuvent sortir un peu de la situation actuelle. Et je crois que la description qu'ils ont faite un peu de la monnaie, de la politique qui soutient la monnaie et de l'intégration et également du rapport entre le politique et l'économique pour voir lequel précède l'autre. Tout ceci, peut-être ils l'ont passé au peigne fin pour nous faire comprendre quand même comment ces dynamiques-là peuvent justement s'enclencher dans notre sous-région. Mais en même temps aussi, peut-être nous nous sommes familiarisés avec de nouveaux concepts qu'ils ont développés. Et ils ont surtout peut-être insisté auprès des jeunes générations pour que peut-être que tout le monde se décomplexe. En vérité, votre génération doit se décomplexer. Et je reprends au mot peut-être le professeur Si qui dit chaque génération, un peu à la France Fanon, chaque génération, je pense, a un combat à mener. Ils ont mené leur propre combat. Maintenant, ils vous donnent des outils également pour comprendre votre monde, mais en même temps aussi, une fois avoir compris ce monde-là, quels sont les outils que vous allez utiliser, qui ne sont plus peut-être, comme il l'a dit, des armes à la Kalachnikov, mais maintenant c'est le savoir. Il faut vous battre pour avoir le savoir, et je crois que Charles de Diop, dans les années 50, avait dit déjà, armez-vous jusqu'aux dents, allez-y jusqu'en Chine, prenez le savoir, revenez, défendez votre continent, et ouvrez justement des horizons qui font que les autres viendront vous admirer et se coopérer avec vous. Merci. La séance est levée. Merci beaucoup à notre ami Tcherno.